larmes aux yeux. Là, j'ai les lunettes un peu mouillées. Je suis désolée. Si j'avais pas peut-être des parents qui étaient là pour ne pas que je sois complexée, pas qu'il faut pas écouter vos mamans, mais il faut savoir ce que l'on veut et qu'est-ce que nous voulons devenir. Les erreurs, je dirais les erreurs les plus, en tout cas marquantes de ma vie, c'est le fait de pouvoir le faire, le fait de faire confiance aveuglément à tout. C'est-à-dire ça, c'est la naïveté. Parce que quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Ce qu'on dit aujourd'hui peut nous rattraper demain. Et un mot peut construire ou détruire. Parce que, in fine, tout ce que nous développons, tout ce que nous sortons comme mots reflète qui nous sommes. Et quand on ne réfléchit pas sur les mots que nous sortons, nous ferons beaucoup de mal. Et aujourd'hui, l'engagement que j'ai pour la protection de l'enfant, c'est des questions d'utilité publique. L'accès aux soins, l'accès aux services sociaux de base, l'accès à l'éducation. Il y a plusieurs, en tout cas, pages au sein de la protection de l'enfance qui méritent d'être connues pour qu'aucun enfant ne soit violenté, pour qu'aucun enfant ne puisse naître sans être déclaré en état civil. Lorsque nous mettons des mots sur les mots, les 10 mots deviennent des maudits et cessent d'être maudits. Une citation de Guy Corneau. Bonjour ou bonsoir. C'est Rahma de votre plateforme sociétale morale. Des mots et des râles. Votre plateforme qui met en lumière les mots MAUX de la société, mais qui propose également des solutions. Ici, nous parlons d'éducation, d'accompagnement des parents, de parentalité positive, de développement personnel, de la santé mentale et de tout ce qui touche à l'humain dans sa complexité. Tu peux nous trouver sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et bien entendu sur notre site web www.mo-ral.com où tu trouveras toute l'actualité de votre plateforme morale. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir sur le plateau de Morale une spécialiste du marketing et de la communication digitale. Elle a baigné dans les médias et les institutions publiques. Elle travaille actuellement au ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités. Je ne vous en dirai pas plus. Jingle et on se retrouve juste après. li ci baay bi di doom na ko jëli kaddu mag ñi nii na ko sëti firi nañu gën a disoo ndax ñu mën a déggoo xanaa gisoo ci ko yi ni ñu gën a yàqoo xale poto la na ko raaxee rek lay wëyee. Professionnelle du marketing, de la communication digitale et des relations publiques, Madame Madjiguène Diop a des expertises académiques et une riche expérience de terrain. Titulaire d'un master en marketing et communication digitale et d'une formation en finances publiques, elle a renforcé son leadership à travers plusieurs programmes internationaux, notamment en leadership féminin et politique. Son parcours professionnel l'a mené à des postes stratégiques dans des médias et agences de communication, avant de diriger le pôle commercial et marketing d'une agence de production engagée, collaborant avec des organisations internationales sur des enjeux majeurs comme la sécurité alimentaire et l'éducation. Depuis 2024, elle est coordinatrice de la cellule d'appui à la protection de l'enfance au ministère de la Famille et des Solidarités, où elle œuvre au renforcement des politiques de protection des enfants au Sénégal. Experte en communication stratégique et en plaidoyer, Madame Madjiguène Diop s'engage activement pour la défense des droits des enfants et des femmes, avec une présence remarquée lors de plusieurs rencontres internationales. Bonjour Madjiguène. Bonjour Rama. C'est un plaisir de te recevoir sur le plateau de Morale et merci surtout d'avoir accepté ça. Tout le plaisir est pour moi. Soyez remerciés en tout cas de l'opportunité que vous nous offrez aujourd'hui de discuter avec votre communauté et les internautes qui sont en train de nous suivre pour parler des mots RAL. Des mots RAL, effectivement. Alors, je vais t'inviter dans ce rituel de Morale. Aujourd'hui, on va commencer par l'écriture. Je vais vous remettre ce post-it. Oui. Voilà, et ce stylo sur lequel vous allez écrire un mot que nous allons découvrir juste à la fin. D'accord. De manière très spontanée. Hein.
Parfait, vous pouvez poser juste à côté. Je vais découvrir en même temps que les autres. Alors, Madjiguène, si tu devais te présenter aujourd'hui sans parler de ton métier, que nous dirais-tu? Alors, on va dire que Madjiguène, c'est une jeune femme issue du Bawol. Je suis née et grandi à Diourbel et je suis une femme profondément ancrée dans les valeurs qui accorde beaucoup d'importance au Léa et qui place toutes ses actions dans l'humain. En gros. Toutes ces actions dans l'humain. Oui. En quoi en particulier? On va revenir sur ce qui vous parle le plus, c'est-à-dire l'humain. J'aimerais comprendre davantage et savoir davantage dans quel environnement. D'accord. Alors, moi, comme je vous dis tout de suite, j'ai grandi à Diourbel avec ma mère dans une grande famille, avec mes tantes, avec mes oncles et ma grand-mère, paix à son âme. Elle nous a quittés en 2011. Une femme qui a beaucoup contribué à, en tout cas, celle que je suis devenue. Elle est très conservatrice. Et j'ai grandi dans cet environnement familial où il y avait la solidarité et où moi j'étais, je dirais l'aîné parce qu'on avait un grand frère avec qui c'est le fils de ma tante, l'aîné de notre famille, avec qui on a grandi mais qu'on a perdu en 93 alors qu'on était encore gamin. Donc nous avons grandi dans cette ambiance de fraternité, de solidarité familiale où la tante, l'oncle avait la possibilité de corriger l'enfant de l'autre. C'était une grande famille et c'était une famille d'enseignants. Ma mère est enseignante, mes oncles, mes tantes et tout. Du coup, c'est cette ambiance-là qui a forgé un peu peut-être la personne que je suis devenue aujourd'hui. Et j'ai fait mes humanités à Diourbel. J'ai eu mon bac au lycée technique Cheikh Ahmadou Bamba de Diourbel. J'ai eu la chance quand même de grandir avec ma tante là qui m'a éduquée parce que c'est l'aînée de notre famille, la grande sœur à ma maman. Donc elle a beaucoup contribué en tout cas à mon éducation. Parce que quand mon grand frère là, son fils aîné est décédé, ma mère pour ne pas qu'elle se sente seule, lui a dit tu peux prendre Madjiguène, comme ça elle va pas remplacer en tout cas ce qu'elle a perdu, mais combler un peu ce vide. Donc, nous sommes une famille comme ça, unie solidaire. Et c'est l'occasion pour moi de la remercier. Je n'ai jamais senti qu'elle n'était pas ma mère. Je n'ai jamais senti, en tout cas, l'absence de ma mère, parce qu'à un moment, nous sommes partis vivre à Richotol, loin, en tout cas, de ma mère et tout. Mais tout ce qui est éducation, bonne conduite, tout, elle a vraiment, surtout côté éducation, elle a beaucoup misé sur nous et sur moi encore plus. Là où elle donnait ses cours, parce que je dis qu'elle était enseignante, j'étais toujours dans l'école où elle enseignait. C'est que j'étais une jeune fille très timide, très introvertie, je dirais, parce que voilà, vous savez qu'on est, j'étais très précoce, ouais, je suis grande, donc dans certaines classes, on m'appelait Longenza. Longenza. Après, c'est après que j'ai cherché pour voir que Longenza, c'était une basketteuse, mais très grande, c'était une américaine et tout. Donc, j'étais très grande. J'étais la plus grande, en tout cas, de la classe, pour les enfants qui ont le même âge que moi. Ou même, il y en a qui étaient plus âgés que moi. Mais, voilà, il y avait cette stigmatisation parce que tu étais le plus grand. Après, si j'avais pas peut-être des parents qui étaient là, pour ne pas que je sois complexée, pour ne pas que j'ai peur de me relever, parce qu'on voit beaucoup de jeunes qui ont le dos courbé parce qu'on leur traite de très grand maintenant pour avoir peur de leur taille. Ils ont l'habitude de se courber. Donc ça, c'est juste peut-être une parenthèse pour cette stigmatisation qu'on fait chez les plus jeunes. Et j'ai eu mon bac G au niveau du lycée technique chez Ahmadou Bamba, comme ça, de la maison au lycée, ça faisait 30 à 45 kilomètres. On marchait aller-retour. Donc, oui, c'était vraiment une famille modeste, correcte, une famille d'enseignants. Mais on n'avait pas tout, mais on était très heureux parce qu'il y avait la famille, il y avait les cousins, il y avait tout le monde
en tout cas dans la grande famille, de la grande cour. On faisait nos cours ensemble, on partageait tout ensemble. Donc voilà, j'ai vraiment grandi dans cette ambiance de fraternité, de solidarité, même si j'avais pas, en tout cas, on partageait pas tous le même père et la même mère, mais on avait l'impression qu'il y avait qu'une maman dans la maison, c'était la tante. Après, il y a les oncles. Après, voilà. J'ai grandi dans cet environnement. Et tu as dit tout à l'heure que tu étais une fille assez timide et introvertie. Oui. Quel est le mot qui te définit le plus actuellement? Actuellement, je dirais engagement. 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 Au-delà de cette timidité et de cette introversion, oui. Qu'est-ce qui te caractérise aujourd'hui? Beaucoup d'humanisme. Humanisme. Ouais, je dirais humanisme parce que le chemin que j'ai parcouru, il a parlé d'introverti parce que j'avais pas le tact facile avec les gens. La preuve, j'ai pas gardé en tout cas une grande relation avec voilà mes anciens camarades de classe. D'habitude, tu gardes en tout cas une relation assez poussée avec ceux avec qui vous avez partagé le collège ou le lycée. C'est plutôt une fois à l'université que je me suis voilà laissée connecter, si je peux dire. Donc c'est ce qui fait que j'étais très humaine, très spontanée, et le jugement des autres faisait que j'avais peur. J'avais peur en tout cas d'être avec les gens qui se moquaient et tout, qui disaient que non, c'était plus grande que nous, donc il y avait cette différence là qui faisait qu'après j'avais pas la facilité en tout cas de les approcher. C'est ça. Après en famille, comme j'avais des cousines avec qui j'ai grandi, j'ai jamais eu le besoin d'aller chercher des amis dehors, donc on était vraiment très carré en famille. C'est ça. D'accord. Et quelles sont les valeurs que tu as pu tirer en fait de ce vivre ensemble, vivre avec les cousins, les cousines, les tantes, être dans une maison où c'est comme s'il y avait qu'une seule maman. Quelles sont les valeurs que tu as tirées en fait de ce vivre ensemble, au-delà de l'humanisme? Le respect de l'autre, le respect et la solidarité, l'entraide, et surtout je vais le respect, c'est-à-dire le fait de reconnaître que dans la famille il y avait qu'une seule autorité, et c'était la tante aînée, qui était la grande sœur aux oncles, à ma maman et tout. C'est elle qui décidait de tout, c'est elle qui, je vous dis, jusqu'à l'université, c'est elle qui me donnait mon argent de poche, c'est elle qui me donnait le transport, c'est moi à mon mariage que les gens sont sûrs que elle n'était pas ma mère. Ouais, un peu, parce que tout le monde pensait que c'était elle ma maman. Donc ça m'a appris aujourd'hui, quoi, le fait de prendre les enfants des autres comme les tiens n'empêche en rien, en tout cas, le développement de toi, de tes enfants. C'est-à-dire, ça, c'est la solidarité et la sororité, si je peux dire, d'avoir cette générosité. Générosité parce que vous imaginez, elle avait une fille, moi je suis une fille, il y a aussi un de mes oncles, je disais tout à l'heure que nous sommes une famille Peul, et à ma cousine que je salue au passage, qui est Peul et qui était venue habiter à la maison, et on partageait la même chambre. Mais chacun a il y avait un grand armoire, chacun avec sa partie, mais chaque fin du mois, c'est elle qui nous achetait les effets de toilette, c'est-à-dire tout ce dont on avait besoin, c'est elle qui achetait à la fin du mois avec son salaire d'enseignant. Et ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Je me demande comment elle parvenait. En tout cas, moi, je n'ai jamais entendu se plaindre ou avoir un comportement, parce que ou avoir un comportement qui puisse me dire si j'étais son enfant, ou sentir qu'elle avait fait une préférence entre sa fille et moi. Donc ça, c'est la générosité, ça, c'est le sens du partage, la solidarité et le respect. Merveilleux. Ouais. Et quand tu regardes aujourd'hui, Madjiguène, ton parcours, quel a été le moment qui a marqué un vrai tournant? Alors, quand j'ai eu mon bac, j'ai dit je suis d'une famille enseignante. Quand j'ai eu mon bac, je suis allée à l'ESP, l'École supérieure polytechnique. Quand je parle de ma tante, j'ai les larmes aux yeux. Là, j'ai les lunettes un peu mouillées. Je suis désolée parce que c'est une femme qui m'a beaucoup marquée.
de par sa générosité. Et aujourd'hui, si je peux dire, c'est le mentor, quoi, de vie par rapport à tout ce qu'elle a représenté. Maintenant, si je peux dire par rapport au, Vous voulez un mouchoir? oui, s'il vous plaît. Merci, je suis désolée, hein. Mais non, il faut laisser les émotions. Ouais, je suis vraiment désolée parce que ça coupe pas les vues, en fait. Donc voilà, par rapport à le déclic, vous parlez ou de... Oui. Qu'est-ce qui a marqué un tournant? Voilà, le tournant dans ce parcours, c'est quand j'ai eu mon bac. J'ai eu le bac G, bac gestion, et je suis allée à l'ESP. Et je me rappelle quand je faisais mes inscriptions à l'ESP et tout, tellement chez nous, les femmes sont les aînées. Après, mes oncles sont les plus petits. Mais ma mère, elle s'est déplacée avec moi. Elle est venue avec moi à l'ESP faire la queue pour que je puisse m'inscrire. Donc, elle m'a accompagnée durant tout le process pour que je puisse m'inscrire jusqu'à ce que j'aie ma carte d'étudiant. Et puis, après, elle est rentrée refaire son boulot. Maintenant, quand j'ai fini ma licence, mes cousines là, dont je te parlais tout à l'heure, ont pu faire des concours pour être des enseignantes, pour intégrer en tout cas le milieu éducatif. Et ma mère a insisté pour que je fasse le concours pour aller enseigner la comptabilité ou la gestion. J'ai dit non. J'ai dit non, moi, c'est pas ma vocation. Elle m'a dit, il faut que tu fasses parce que tout le monde est en train de travailler, toi, tu es là à dire, tu fais des stages, à ne plus finir. Je dis non, moi, c'est pas mon dada, je le sens pas, je veux pas être enseignante. Je n'ai rien contre les enseignants parce que vraiment, voilà, j'avais pas ce tips-là. Et j'ai continué à faire mes stages jusqu'au jour où j'ai intégré AMSA Assurance comme stagiaire. Ça pour dire il faut savoir ce que l'on veut. Ça c'est important. Et malgré mes innombrables stages, ma mère voulait tout le temps que j'aille faire l'enseignement et tout. Je dis non, il faut faire au moins tu fais l'enseignement un temps après je dis non. Moi je préfère continuer mes études et continuer dans les stages parce que les stages me permettront d'avoir de l'expérience. Des études en communication. Non. Ça, moi, à l'ESP, j'ai fait des études en finance. En finance, c'est ça. Quand j'ai fait mes études en finance, avec une amie, on a été intégrés à AMSA Assurance en tant que stagiaire. On a quitté AMSA Assurance 3 ans après. On était là-bas, on a fait du technique commercial, on a fait vraiment nos humanités là-bas, 3 ans. Après, on commençait à grandir. Après, on n'avait que la licence. Moi, je suis sortie, j'avais fait pas mal de cabinets d'assurance en tant que technico-commercial. C'est par la suite que j'ai complètement viré parce que j'ai toujours aimé la communication. Jusqu'à un jour, un ami, il me reconnaît pas, qui avait un projet avec la francophonie sur la régulation de la presse en ligne. Il m'avait demandé de venir intégrer le projet et tout. C'était avec le patron de Dakaractu et de Presse Afrique, Lisa, avec qui j'ai travaillé dessus. Et c'est pendant ce temps-là, pour dire que le fait qu'il m'ait donné l'opportunité, en tout cas, de prouver que j'étais capable de faire autre chose que des finances, déjà, fallait que je me donne à fond. Et je me suis donné à fond, j'ai organisé des activités et tout. C'était un projet pour la régulation de la presse en ligne. Et on a travaillé dessus jusqu'à ce que le directeur de Senaweb, Salam, que je salue au passage, Salam, qui m'a demandé si je voulais pas travailler avec lui au niveau de Senaweb et tout. Et c'était une occasion. Et oui, je dis bien sûr, donc je suis allée à Senaweb. J'ai fait également là-bas mes humanités. J'ai appris beaucoup de choses dans la communication. C'est par là que j'ai vraiment commencé à aimer le milieu des médias et tout. Et je suis allée me former pour avoir un master en communication. Et après, j'ai intégré la maison de la presse. J'ai fait pas mal de boîtes dans le cadre de la communication en tant qu'interne et en tant qu'externe. Et c'est un domaine qui m'a passionné. Et c'est ce qui m'a amené également au niveau du ministère de la Famille en tant que coordonnatrice de la télécommunication. Et voilà. Ça, c'est juste pour dire qu'il faut savoir ce que l'on veut. C'est important. Et se fixer des objectifs personnels.
Et si j'avais peut-être entendu, ou je dis pas qu'il faut pas écouter vos mamans, C'est ça. mais il faut savoir ce que l'on veut et qu'est-ce que nous voulons devenir. Et par force d'engagement, j'ai pas arrêté de me former. J'ai fait beaucoup de certifications, beaucoup de connexions, de links, parce que quelles que soient les compétences que vous avez, au départ, il faut le réseau. Et bâtir un vaste réseau qui m'a permis vraiment aujourd'hui, au-delà de mes compétences, de pouvoir surfer sur pas mal de choses. Et découvrir en même temps ce potentiel-là. C'est ça. Et puis, ça m'a permis de savoir que il faut être polyvalent. Il faut être polyvalent. Il faut pas se cantonner, en tout cas, sur des spécificités, voilà. Ça, peut-être, on perd du temps, certes, mais on se cherche. Et pourquoi on se cherche? Peut-être on n'a pas eu la possibilité très tôt de savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Donc moi, c'est vraiment avec la maturité que j'ai vu que moi, ce qui me passionne en vrai, c'est la communication. Et que penses-tu justement des enfants qui suivent souvent soit leur frère ou leur sœur qui a fait, ou bien toute la famille, même le papa ou la maman aujourd'hui sont médecins, oui, et ils veulent que leur fils ou leur fille deviennent également à leur tour médecin. Et malheureusement, le plus souvent, ces enfants-là n'ont pas cette force de choisir. Et même au-delà, même avant même d'avoir cette force, est-ce que ces enfants savent ce qu'ils veulent faire ou ce qui leur correspond le plus? Et toi, tu as eu cette force-là de choisir et de très tôt distinguer ce qui ne te parle pas, ce qui ne te correspond pas par rapport à cette carrière-là que tu veux suivre. Ça, c'est tellement important parce que je vous disais, nous, c'est notre famille, tout le monde est enseignant. Et voilà, c'est quand on ne sait pas ce que nous voulons, on a tendance à, en tout cas, suivre le rythme parce que c'est plus facile. Absolument. À mon avis, il faut chercher le potentiel des enfants. C'est-à-dire, chacun d'entre nous a un talent. C'est-à-dire de chercher le talent de chacun d'entre nous. C'est-à-dire, il faut te mettre dans ton coin et te dire, moi, j'ai quel potentiel. Et puis, ne pas forcer ton enfant à suivre. Peut-être, des fois, certains parents traduisent, en tout cas, transfèrent leurs rêves chez leurs enfants. Et puis, peut-être même ces enfants-là n'ont pas cette facilité ou c'est pas leur rêve. Moi, je dis qu'il faut laisser aux enfants, laisser aux jeunes le temps de choisir, de faire même des erreurs. De faire des erreurs, de se corriger, mais tout en étant, voilà, à côté pour les accompagner et tout. Parce que si on ne fait pas d'erreurs, on n'apprend pas. On apprend toujours de ses erreurs. Et moi, vraiment, c'est un appel. Moi, c'est comme ça que je fais avec mes enfants. J'essaie de voir chacun d'entre eux, quel est ton petit talent ou le petit skill que tu as pour essayer de te, voilà. Si demain, on me dit, mais si demain mon enfant me dit que moi, je veux plus être à l'école, je dis, mais qu'est-ce que je veux faire? Il me dit, je veux être artiste, je veux être ceci, et je vais l'accompagner dans ça, parce que voilà, c'est pas parce qu'on est à l'école, qu'on suit tel ou tel truc, qu'on s'éclate. On s'éclate dans le boulot qu'on aime. Exactement. Tu peux, voilà, être médecin par force, mais tu n'es pas épanoui. Et comment tu fais pour aider l'enfant à déceler son? C'est-à-dire, c'est la communication, le dialogue. Il faut avoir beaucoup de temps pour dialoguer avec ses enfants. C'est-à-dire, tu peux, même sur les vidéos que les enfants regardent, ce que je déconseille, on peut voir l'enfant, quel type de vidéo il regarde. Est-ce qu'il regarde des vidéos de génie, ou il regarde des vidéos de jeux carrément, où il fait essaie de faire des choses qui parlent intelligemment, c'est-à-dire de déceler, essayer de construire cette communication permanente avec l'enfant pour lui permettre de te parler. À mon avis, c'est qu'est-ce que tu veux devenir demain. L'enfant ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il veut devenir parce que c'est très tôt. Mais au moins de mettre les outils à sa disposition, il pourra lui après à sa guise ou en fonction du chemin qu'il va emprunter de l'accompagner dans ce cas-là. Voilà. Et tu as également dit qu'il est important de laisser les enfants faire des erreurs. Oui. Est-ce que Madjiguène a commis certaines erreurs
qui ont transformé sa façon de voir aujourd'hui et qui lui ont permis aujourd'hui d'avoir beaucoup plus de maturité et de choisir. Oui. Alors, les erreurs, je dirais les erreurs les plus, en tout cas marquantes de ma vie, c'est le fait de pouvoir, le fait de faire confiance aveuglément à tout. C'est-à-dire ça, c'est la naïveté. Hein, c'est la naïveté. Je dirais pas que j'étais très très naïve, mais j'avais pas cette capacité de déceler le mauvais de ce qui est mauvais en tout cas chez les gens. Et j'avais tendance à croire aux gens et ça m'a appris pas mal de choses et ça a forgé en tout cas aujourd'hui la personne que je suis. Ça m'a fait recentrer mes priorités et voilà. Qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'il faut pas, confiance? oui, qu'il faut pas faire confiance aveuglément. Il faut chercher toujours le petit truc derrière. Et il faut avoir le temps de réfléchir. C'est-à-dire pas de réfléchir, mais d'analyser. Et de pas, moi, je suis quelqu'un de très spontané, qui ça marche. Tu peux venir me dire un truc et quand ça me colle, je m'embarque. Et après, in fine, ça a joué des tours. J'ai démissionné de mon boulot à un moment pour aller m'embarquer dans un projet qui n'était pas, voilà, structuré ni rien, alors que voilà, j'avais de la confiance à la personne. Après, heureusement que j'ai pu, parce que je suis multitask. Mais voilà, s'il y a une chose que je dirais plutôt aux jeunes, c'est d'avoir le temps d'analyser, de réfléchir et de dire je vais te revenir. Mais est-ce que ça t'a changé? Disons non, ça n'a pas changé en soi. Je suis pas devenue une autre personne, mais je suis devenue plus mature, plus de recul par rapport à beaucoup de choses et je m'emballe pas trop. Là, je m'emballe plus, j'essaie juste de voir. Beaucoup plus sereine. C'est ça. Je prends mon temps et puis je me demande c'est quoi le truc derrière. Parce que quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Exactement. C'est ce qu'on dit. Tout à fait. N'est-ce pas? Quand c'est gratuit, c'est parce que ça coûte beaucoup plus cher. C'est ça. C'est pour ça, il faut prendre le temps de bien réfléchir, bien cerner les choses. Et puis, c'est pas être méfiante, hein. Non. Mais vraiment de prendre le temps. J'ai un ami qui dit, il faut que chaque midi, que tu puisses te mettre dans ton coin et puis te dire, je sais pas comment on traduit en français, c'est-à-dire ton introspection chaque soir pour voir un peu tout. S'écouter, faire le bilan de ta journée. Ça te permettra de te réveiller et puis d'être d'attaque, quoi. Oui, c'est important. Le fait de s'écouter. Comment s'écouter? Parce que c'est à travers ces mots-là qui nous viennent, notre intuition, cet instinct-là, pouvoir faire le bilan de cette journée parce qu'on pense à travers des mots. À travers ces pensées-là, sont des sommes de mots, des sommes d'expériences déjà vécues, ces interactions-là que nous avons eues avec les personnes. Quel rapport aujourd'hui Madjiguène entretient avec les mots, MOTS? Alors, les mots, à mon avis, les mots, on prend ça comme des paroles également. Les paroles sont très importantes. C'est une grande responsabilité. Parce que tout ce qu'on dit aujourd'hui peut nous rattraper demain. Et un mot peut construire ou détruire. Ça peut construire ou détruire. Du coup, c'est pourquoi moi, avant de sortir un mot, je remue ma langue et j'essaie de voir quel impact ce mot-là aura sur la personne avec qui j'échange. Et comment je peux faire pour que les mots que je sorte reflètent, moi, ma personnalité. Parce que, in fine, tout ce que nous développons, tout ce que nous sortons comme mots reflète qui nous sommes. On se révèle. On se révèle. Et aujourd'hui, les mots peuvent permettre de casser des tabous, de corriger,
de corriger des imperfections ou carrément de détruire. Je parlais tantôt de la stigmatisation, de beaucoup de choses. Et quand on ne réfléchit pas sur les mots que nous sortons, nous ferons beaucoup de mal. Absolument. Est-ce qu'il y a un mot ou une phrase qui t'a le plus marqué? Oui. Alors, l'expérience que j'ai eue à travers la protection de l'enfance, je me suis rendu compte qu'on ne peut pas faire le monde seul, mais que seul, on peut changer la vie de quelqu'un. Et chacun d'entre nous, à son niveau, où qu'il puisse être, a la possibilité de changer la vie de quelqu'un. Donc, s'il y a vraiment une phrase ou un truc qui est ma boussole, en tout cas, sur ce que je fais, c'est que seul, on peut pas faire le monde, mais seul, on peut changer la vie de quelqu'un. On peut impacter l'autre. Comment, à travers, oui, la parole, le fait de s'exprimer, comment la communication peut transformer toute une société? Alors, partant donc toujours de mon expérience, aujourd'hui, moi, j'ai quitté la communication pour aller faire la protection des enfants, qui est vraiment un grand bond et qui est aujourd'hui une contribution majeure dans le cadre de mon parcours. Et la communication aujourd'hui nous permet de changer, de faire des communications pour le changement de comportement. Nous travaillons dans le cadre de la protection de l'enfance et quand il n'y a pas de communication, il n'y a pas de signalement des abus. Quand il n'y a pas de communication, on n'a pas cette synergie d'action entre les différents acteurs qui interviennent sur la chaîne. Quand il n'y a pas de communication, il n'y a pas de tilt pour l'autorité pour qu'elle puisse se dire il y a tel fait et méfait qui se passe au niveau de ma société. Et quand il n'y a pas une bonne communication, on ne peut pas faire la promotion des droits des enfants ou des femmes. Donc, nous, ce que nous sommes en train de faire, dans le cadre de la communication, quel que soit le domaine où nous sommes, la communication est importante et ça peut permettre de changer des comportements sociétaux. Deuxièmement, de faire le signalement des différents, en tout cas, violences que ces enfants ou ces femmes puissent subir au niveau au sein de la communauté. Et d'où vient cet engagement pour la protection de l'enfant? Alors, je dirais que pas le pur de hasard. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi j'ai grandi à Diourbel, j'ai fait mes humanités là-bas et j'ai vu que c'était pas évident. C'était pas évident. Et le fait que moi, toute ma vie est centrée sur l'humain, je me suis dit, quand on a la possibilité, nous, quand on a la chance de s'en sortir, il faudrait qu'on puisse donner la chance aux autres. Et c'est bien avant même que je sois dans le cadre de la protection de l'enfance, on a constitué avec des amis, des associations pour aider des jeunes, pour mettre dans des salles de classe des ordinateurs, tout ça pour impacter sur la vie des autres. Et pourquoi? Parce que quel que soit le niveau où nous sommes, celui qui est là dehors peut impacter sur la vie d'un enfant qui passe en le protégeant. Et aujourd'hui, l'engagement que j'ai pour la protection de l'enfant, c'est des questions d'utilité publique. Et je vous ai dit, le fait de pouvoir passer de la communication à la protection de l'enfance a été un grand défi pour moi. Et je me suis dit que je peux mettre à contribution mes compétences en communication aux causes humaines, en faisant des campagnes de sensibilisation sur le changement de comportement, sur en tout cas l'évolution et comment faire connaître aux gens qu'il y a des droits et des devoirs, qu'il y a des stratégies qui sont là pour protéger et qu'il faut que la population ou la communauté puisse jouer la partition, que tout ne relève pas que de l'État. Donc, c'est en partie ça. Et aujourd'hui, nous avons le grand défi dans le cadre de la protection de l'enfant parce qu'on pense que la protection de l'enfant, c'est que les enfants qui sont en situation de rue, c'est une partie de tous les défis, en tout cas, que nous avons dans le cadre de la protection de l'enfant, l'accès aux soins, l'accès aux services sociaux de base, l'accès à l'éducation. Il y a plusieurs, en tout cas, pages au sein de la protection de l'enfance qui méritent d'être connues et à travers moi, mes compétences en communication, que je mette en exergue
cette approche-là, ça permet déjà de faire voir beaucoup de choses que nous sommes en train de faire et de mieux sensibiliser la population sur les droits et les devoirs des enfants. Et quelles sont ces différentes orientations-là, rapidement, par rapport à cette contribution de la société elle-même, au-delà de l'apport de l'État? Voilà, parce que l'État met en place les politiques. Il y a la stratégie nationale de la protection de l'enfant qui est pilotée par les différents ministères sectoriels, les ministères de la famille, le ministère de la santé, de la justice et de l'éducation nationale, les collectivités territoriales, tout le monde y travaille. Et la communauté, elle, en soi. Si l'État met en place tous les dispositifs et que la responsabilité parentale, le parent ne joue pas son rôle, ça pose problème. Quand l'État met en place des espaces pour déclarer les enfants à la naissance et que le parent, de sa responsabilité, ne va pas déclarer son enfant, ça, c'est des campagnes de sensibilisation pour dire à chaque parent que vous êtes en train de bafouer un des droits fondamentaux de votre enfant pour ne pas aller le déclarer, c'est bafouer son droit. Ne pas amener ton enfant à l'école, c'est bafouer son droit. Ne pas permettre à son enfant d'évoluer dans un environnement sûr et sécure, c'est bafouer ses droits. Et ça, tu ne peux pas y arriver sans une bonne communication. Donc, le rôle de la communauté est assez important. Aujourd'hui, dans le cadre de la stratégie nationale de la protection de l'enfance, avec les différents secteurs que j'ai énumérés tout à l'heure, vous avez le rôle de la communauté. Vous avez les villages. Vous avez les comités de protection villageois, les comités communaux de protection et les comités départementaux de protection. Et qui compose ces comités? C'est la population. C'est des gens qui sont dans les villages qui doivent s'organiser pour qu'aucun enfant ne puisse traîner dans la rue, pour qu'aucun enfant ne soit violenté, pour qu'aucun enfant ne puisse naître sans être déclaré à l'état civil. Ça, c'est une responsabilité de la communauté. Parce que l'État ne met en place que les dispositifs avec des mesures d'accompagnement. Donc, tout ça pour dire, nous parlons de capital humain. On ne peut pas avoir un capital humain de qualité si on ne s'investit pas dans le devenir de nos enfants. Investir dans le devenir de nos enfants, c'est déjà de respecter leurs droits fondamentaux et de les déclarer à la naissance, de les amener à l'école et de leur offrir un environnement sécure et de les accompagner. Très important. Parce que vous faites un travail très important au niveau du ministère de la Famille. Je pense que ce travail-là devrait davantage être vulgarisé et valorisé surtout, pour que les populations puissent être informées de toutes ces actions-là. Il y a beaucoup de choses, parce que nous avons beaucoup de directions qui travaillent sur la question. Nous avons la direction de la promotion, de la protection des droits de l'enfant, la direction de la famille, à la politique familiale. Donc, il y a ce fossé qui existe entre la communauté et les services publics. Maintenant, c'est pourquoi mon approche communicationnelle ou l'expérience de la communication que j'ai est venue renforcer, en tout cas ce que nous sommes en train de faire, pour un peu vulgariser les actions et dire que l'État est là, et pas que l'État soit absent, mais l'État est là. Parce que l'État met en place les dispositifs. Ça. L'autre aspect des choses, c'est que vous avez des enfants à besoins spécifiques. Depuis en tout cas ces années, on commence à parler des enfants à besoins spécifiques. Quels sont les enfants à besoins spécifiques? Ce sont les enfants qui sont atteints de trisomie 21, les enfants qui sont atteints de DMC, infirmité motricité cérébrale, les autistes, les enfants qui ont des handicaps lourds, dont la prise en charge nécessite énormément de ressources et énormément de fonds. Et aujourd'hui, à travers le travail que nous sommes en train de faire, nous avons fait l'évaluation avec les services qui travaillent dessus, la délégation générale à la protection sociale, pour évaluer un peu cette stratégie-là, cette politique qui a été mise en place en 2010. Est-ce que ça a pris en compte les droits ou l'accès aux services sociaux de base de ces enfants? Et ça a permis de corriger, parce que tous ces enfants laissés en rade, on a pu faire l'évaluation et les intégrer au niveau des politiques publiques. Ça, c'est un. L'autre aspect de chose, c'est de voir un peu tous ces enfants qui sont malades, avec des maladies rares, dont la prise en charge coûte cher. Comment parvenir à ce que l'autorité puisse être informée
C'est ça notre rôle nous, d'éclaireur, de venir dire il y a telle frange de la population qui est laissée en rade, laissée en marche pour permettre à l'autorité de faire des corrections et les inclure ou la prise en compte de leurs droits au sein des politiques publiques. Donc, c'est un travail assez important qui nécessite beaucoup de moyens, mais beaucoup de communication surtout, parce qu'il faut beaucoup de détection précoce, il faut beaucoup de changements de comportement pour qu'on puisse arriver à terme d'avoir une jeunesse en bonne santé, déjà bien éduquée, et qui puisse grandir dans des environnements favorables. Très important. Alors, Madigan, le cercle familial t'a enseigné des valeurs, notamment l'humanisme, le partage, la solidarité, le respect également, mutuel. L'école également t'a enseigné des valeurs, les interactions avec ton entourage, les amis, entre autres. Ces interactions-là t'ont appris aujourd'hui à ne plus croire aveuglément, à être moins naïve et à gagner en maturité. Aujourd'hui, qu'est-ce que cette mission t'a appris humainement? Cette mission m'a appris l'humilité, le sens de l'écoute et la compassion, et surtout une grande force émotionnelle. Je vous ai listé tout à l'heure beaucoup de cas. Et moi, dans le cadre de mon travail, je m'implique beaucoup. Je fais beaucoup de régions, beaucoup de zones, beaucoup de lieux, en tout cas, pour aller voir de visu ces problématiques. Et ça m'a appris encore. J'étais certes humble, mais ce travail m'a permis encore de retravailler mon humilité. Pourquoi je le dis? Nous, on se prend comme des intellectuels. Des intellectuels qui sont là, qui peut-être se prennent pour des gens qui connaissent tout. Mais quand on a eu l'occasion d'aller dans des villages, de rencontrer des maîtres coraniques, de rencontrer des communautés qui n'ont pas fait les bons, qui ont des modèles de développement extraordinaires, des modèles d'éducation énormes, a permis moi de voir que le Sénégal a d'énormes potentiels. Le dernier en date, on a été à Ngaye Mékhé. Je salue de passage. C'est un maître coranique qui m'a bluffé, qui a mis en place une école coranique, certes, mais qui la joint à l'agriculture. Il a fait également une formation professionnelle pour les apprenants, pour qu'une fois que les apprenants maîtrisent le Coran, qu'ils puissent avoir une certaine formation professionnelle pouvant leur permettre d'intégrer la vie économique active. Et que chaque apprenant qui atteint l'âge de la maturité puisse prendre un terrain dans le village et construire. Et ça, c'est des réalités qui sont là, c'est des modèles de développement qui sont là. Nous, on a accompagné parce que quand nous sommes partis, nous avons des missions d'appui. On s'est rendu compte que le village avait des terres pour cultiver, mais que la facture d'électricité, en tout cas, bouffait la majeure partie des recettes. Donc, avec des partenaires, on a pu avoir un forage solaire pour venir, en tout cas, amoindrir les charges. Et ça leur a permis de faire plus de récoltes. Et ces femmes qui sont au village sont mises à la contribution du DARA. C'est-à-dire, on les a organisées en GIE pour que ces femmes puissent prendre soin des enfants, parallèlement d'avoir un lopin de terre leur permettant de faire le maraîchage. Donc, elles sont autonomisées. Le Serigne Dara, tout ce qu'il peinait en tout cas à gérer, a pu, à travers les recettes de la récolte, prendre une partie des charges du Dara. Et ce matin, il m'a envoyé des photos, 90 lits achetés à travers cette récolte. Donc, ça permet d'équiper le truc, l'école coranique, d'avoir une classe préparatoire
préscolaire pour les enfants qui n'ont Et ça, c'est au sont pas, niveau de Ngaye Mékhé. c'est à 60 km ou 50 km de Ngaye Mékhé. Ok. Si vous voulez, ça, c'est mon modèle de cœur, d'aller voir ça de visu. Comment on parvient à créer un modèle de développement communautaire unique en sortant les enfants de la rue, en les enseignant le Coran, en les formant à avoir une certification, une formation professionnelle et d'autonomiser les femmes pour qu'elles puissent prendre en charge les enfants. Ça, c'est énorme. Ça, c'est un excellent modèle. La personne qui a fait ça, c'est un maître coranique qui est plus intelligent que nous, qui plus intellectuel. voilà. Moi, j'ai beaucoup de respect. Ah oui, carrément. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les maîtres coraniques. J'ai beaucoup de respect pour les daras. De mon cas, être accompagné. Et aujourd'hui, ces modèles, modélisés, en tout cas véhiculés un peu au niveau du Sénégal, pour en permettre de régler la problématique de l'errance des enfants en situation de rue. Et ça peut apporter, en tout cas, une réponse durable à cette question. Et des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On en a vu beaucoup des gens qui ont mis en place des, comment dire, de l'aviculture, la pisciculture au niveau de Matam et tout, parce que nous, avant d'appuyer, on va aller voir pour un peu sonder les besoins, après pour faire l'évaluation. Maintenant, parce que pour prendre en charge les enfants, pour avoir une meilleure prise en charge des enfants, il faut que la famille puisse sortir de la précarité. Donc, c'est cette prise en charge holistique qu'il faut mettre en exergue et avoir le paquet de services pour permettre vraiment de sortir carrément la famille ou en tout cas la communauté de la vulnérabilité. C'est très important ce que tu dis, Madjiguène, par rapport également à tout ce travail que tu fais à travers le ministère de la Famille, à travers ton implication dans la protection de l'enfance. Mais j'aimerais revenir à toi parce que c'est important de travailler pour cette génération future. Tout à fait. Mais si Madjiguène se sent bien dans sa peau, à l'intérieur, qui va se refléter à l'extérieur, ça sera pour le bien de la communauté également. Tout à fait. Donc, que dirais-tu à la Madjiguène d'il y a 10 ans? Alors, il y a 10 ans, je dirais qu'il faut croire en soi. Et il faut être engagé. C'est-à-dire, parce que le fait de croire, d'avoir cru en moi et d'être engagé qui m'a permis de me battre et de sauter plusieurs étapes. Et d'être moins naïve, n'est-ce pas? D'être moins naïve et voilà, de se dire que il y a que le travail qui est important. Il faut croire en soi, il faut avoir des valeurs et surtout, il faut croire au travail. Parce que la réussite est au bout de l'effort. Moi, je ne crois pas aux escaliers, je ne crois pas aux passerelles, je crois au travail. Il faut suivre, il faut travailler. Il faut travailler, il faut avoir des compétences. Il faut étudier. Il faut toujours étudier. Là, je suis en train de m'inscrire pour ma thèse. Il faut pas arrêter d'étudier si on veut apporter sa pierre à l'édifice. On ne peut pas se permettre de dire que nous sommes là pour la communauté et qu'on n'est pas capable d'aller chercher ce qu'il y a de bien ailleurs, nous renforcer pour venir mettre à la contribution, en tout cas pour notre pays. Moi, je me suis formée de A à Z à Dakar, entre la FASEC, l'ESP, les écoles privées, les certifications à l'international. J'arrête jamais de me former. Et je profite de cette occasion pour remercier beaucoup mon mari qui m'a beaucoup soutenue. Parce que moi, quand je me mariais, j'avais juste la licence. Je me suis mariée à 21 ans. Là, je suis à 15 ans de mariage. Avec mes enfants, avec tout. Mais machallah, si j'avais pas un bon mari, c'est-à-dire pas bon, mais un mari, en tout cas, qui me soutient et une belle famille, qui est là, parce que avec mes études, mes déplacements, mes obligations professionnelles, je suis jamais là. C'est ma belle-mère qui s'occupe de mes enfants. Quand je suis pas là, elle ferme sa maison, elle vient chez moi. Ça court pas les rues. Ça, c'est encore une opportunité pour dire
qu'il faut accompagner les femmes. Parce qu'aujourd'hui, si moi, j'avais pas cet accompagnement, certes, par force d'engagement, je peux y arriver, mais ça va être plus difficile. Ou un chemin, tu pourras te séparer de ton mari ou tu vas pas comprendre parce que moi, mon travail me demande beaucoup de temps dehors. Parce qu'avant de faire sur quoi que ce soit, il faut aller voir. Il est sur le terrain. Situation zéro, pouvoir donner son appréciation. S'il n'y avait pas cet époux compréhensif qui te pousse à aller de l'avant, s'il n'y avait pas cette belle famille ou cette belle-mère qui est là, capable de faire le distinguo entre sa belle-fille et sa fille, parce qu'elle te prend pas comme sa belle-fille, elle te prend comme sa fille, parce que toutes tes victoires, elle fait sienne, tu vois. Donc ça, c'est vraiment un coucou à elle ou à la belle famille, à mon mari, pour leur dire, si j'arrive aussi aujourd'hui à lever des montagnes, parce qu'il y a des gens qui sont là derrière, qui m'accompagnent. Magnifique. C'est ça. C'est très beau de partager, d'être reconnaissante. C'est ça. Je pense que c'est important. J'ai jamais eu l'occasion d'en parler, mais ils m'ont beaucoup soutenue. Oui. Parce que ma mère elle est à Diourbel, elle sert là-bas, elle travaille là-bas. Donc, si moi, j'étais à Dakar avec mes enfants, si j'avais pas ma belle famille à côté, c'est compliqué. Si t'as pas cette aide, c'est compliqué avec les responsabilités, les défis et tout. À un moment, il y a beaucoup de femmes qui refusent peut-être de prendre des responsabilités ou qui ont des doutes parce que, voilà, qui va s'occuper de mes enfants? Il y a un prix fort à payer parce que ce que tu fais, tu le fais pas pour toi. Tu le fais au service de ta population. Donc, si les gens n'ont pas de soutien derrière, tu risques de flancher et de laisser tomber. Et que dirais-tu aujourd'hui aux femmes qui souhaiteraient avoir ce même engagement-là pour la population et vivre de leur passion, surtout? Il faut foncer. Il faut foncer parce que moi, quand on me confiait des responsabilités sur la protection de l'enfance, je vous cache pas, j'avais des doutes. J'avais des doutes parce que je me disais, mais pour moi, la protection de l'enfance, je savais même pas c'était quoi. J'ai jamais évolué dans ce domaine. Mais quand j'ai intégré, j'ai eu l'humilité d'aller voir toutes les personnes, j'ai fait mon benchmarking. J'ai regardé toutes les personnes qui travaillent sur la question. Je suis allée les voir pour comprendre. J'ai pris du temps pour lire. Et j'ai fait confiance à mes collaborateurs qui m'ont donné beaucoup de documentation. À eux, à elles, du moins, je dirais qu'il faut pas avoir peur. Il faut avoir de l'engagement. C'est-à-dire quand on est engagé et avoir en foi ses missions. Et se dire que moi, je veux m'engager pour telle chose. Moi, je me donne pas de limite. Je fonce et chaque obstacle rencontré, pour moi, c'est une opportunité d'apprendre. Et surtout, également, c'est important de s'entourer de personnes positives. Surtout. De soutiennent et qui c'est la base. De l'avance. Si on n'a pas un entourage positif, même si tu veux éclore, ça va être difficile. Ça va être très difficile. Soit tu vas faire le burn-out, soit tu craques, si tu n'es pas très forte. Parce que même si tu as tout ce soutien-là, mais il faut une force énorme pour être une femme et voilà. Dans un milieu assez négatif et nocif. Il faut beaucoup de force mentale, il faut beaucoup d'engagement et beaucoup de courage et surtout de résilience. Surtout de résilience. Il faut beaucoup de résilience et être en perpétuelle quête de savoir. Parce que c'est ce qui fait la différence. Là où les gens vont faire si tu veux qu'on reconnaisse tes capacités, il faut en faire 5. Il faut être crédible. Et savoir de quoi on parle. C'est ça. C'est important. C'est la base. Je dis le combat que chacun d'entre nous devrait mener. C'est de s'outiller. C'est-à-dire de se donner les moyens. Et se donner les moyens, c'est pas de l'argent, c'est des compétences. Il faut être compétent. Après toute autre compétence, on peut pas tout connaître, on peut pas tout savoir. Mais si on ne sait pas, au moins qu'on se donne les moyens d'aller chercher et de s'entourer des personnes qui sachent. Madjiguène, quel héritage veux-tu laisser
Alors, si demain, je à parvenais, travers cet engagement? oui, l'utilité, être utile à la communauté. Moi, il y a qu'un seul mot que j'ai dans ma tête. Moi, je veux juste être utile. Je veux laisser en héritage une personne qui aura lutté de toutes ses forces pour améliorer les conditions de vie des enfants, à améliorer la prise en charge de ces enfants qui sont vulnérables. Et qui dit vulnérable prend en compte toutes les couches d'enfants qui sont laissés en marge. Et se dire qu'il aura contribué de son expérience et de son travail à améliorer le dispositif. Donc, pour vraiment résumer, être utile. Donc, vraiment qu'on dise, elle a été utile. Que tu as impacté. C'est tout. Magnifique. Nous arrivons malheureusement au Voilà. terme de cet entretien. J'ai eu un immense plaisir à Partager. recevoir Madjiguène ici sur le plateau de Morale. Elle est coordinatrice au niveau du ministère de la Femme, de la Famille, De l'action sociale et des solidarités. Ouais. Effectivement. Elle travaille beaucoup pour la protection de l'enfance. Nous avons parlé de son enfance, de son parcours, de tous ces combats également qui ont fait d'elle la personne qu'elle est, la femme qu'elle est devenue aujourd'hui, assez brave et très engagée pour ces questions-là liées à la protection de l'enfance, à l'enfant, donc pour travailler ou contribuer au développement des communautés et plus sensibiliser également les populations. Donc, je te remercie. C'est moi qui te remercie beaucoup, Rama. Je te remercie et merci beaucoup. Je vous félicite pour cette excellente tribune que vous nous offrez aujourd'hui et dire aux gens de venir s'abonner, de liker, de partager parce que c'est important aujourd'hui d'avoir des plateformes qui nous permettent de s'exprimer et d'expliquer un peu à la communauté que ce que nous sommes en train de faire, c'est pour eux et qu'ils ont également le rôle à jouer dans le cadre de ce que nous sommes en train de faire. En profiter pour remercier mes collaborateurs avec lesquels je travaille beaucoup. Sans leur engagement, sans leur accompagnement, peut-être on n'en serait pas là. Sans également la confiance de Madame le ministre qui nous a maintenus là-bas ou parce qu'elle nous a trouvés là-bas. Et on la remercie pour cette confiance renouvelée et que nous travaillons tous pour l'intérêt supérieur de l'enfant et comment parvenir à avoir un meilleur Sénégal digne des enfants qui aura l'impact que nous souhaitons, en tout cas, pour que chaque enfant, nos enfants puissent grandir dans un environnement sûr et sécure. Je pense que l'impact est déjà palpable. C'est à moi de te remercier. J'ai hâte de découvrir le mot. Avant de terminer. Engagement. Voilà. Donc, ça résume tout. Allez. Voilà, engagement. Je dis que, oui, engagement parce que je dis, si je quitte de là où j'ai quitté de Diourbel, de mes études, de tout le process que j'ai fait pour en arriver là, sans un engagement fort, je n'en serais pas là. Et au-delà de la protection de l'enfant, sans un engagement fort, en tout cas sur qui je veux devenir, quelle personne je veux être, quel impact je veux laisser, quel héritage, je n'en serais pas là. C'est cet engagement qui me pousse à aller à la quête perpétuelle du savoir. J'ai oublié de dire, quand moi je faisais mes masters, j'ai fait mes enfants en même temps. Donc, j'étais enfant, je faisais mes masters, donc, ça, c'est de l'engagement. Et ça, c'est des objectifs personnels. Il faut se fixer des objectifs personnels. Qu'est-ce que nous voulons? Pas pour les autres, mais qu'est-ce que nous voulons? Je me disais tout le temps, moi, à mes 40 ans, j'aimerais faire ma thèse. Les gens se disent, mais pourquoi tu vas aller faire une thèse? Je dis ça, c'est des objectifs personnels. Il faut avoir des objectifs personnels et se donner les moyens avec beaucoup d'engagement pour y arriver. Donc, ça, c'est un mot de la fin pour les jeunes, surtout les jeunes filles, qu'il faut croire en ses rêves. Il faut pas se donner les limites et quel que soit le lieu de provenance, quel que soit le lieu auquel vous êtes, vous avez le pouvoir, vous avez la possibilité de changer le monde. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup, Madjiguène. C'est moi qui vous remercie, vraiment. À très bientôt avec un autre invité sur moi.